Donc bonjour à tous, à ceux auxquels je n'ai pas eu l'occasion de dire bonjour. Donc aujourd'hui, comme on arrive sur les saisons chaudes, on va arriver donc juin, juillet, août. J'imagine que pour vous, c'est aussi l'occasion de partir en vacances, que ce soit en France ou à l'étranger, même si j'imagine qu'avec ce qui se passe en ce moment, c'est plus facile de rester en France. Et du coup, l'atelier qu'on va faire aujourd'hui, il est principalement dédié à la pêche en France, évidemment, en eau douce, et aussi principalement en été, même s'il y a plein de choses que vous allez pouvoir voir qui sont valables, notamment à d'autres saisons ou dans d'autres endroits, que ce soit la pêche en mer ou la pêche en eau douce. Donc en juillet, août, en juin, juillet, août également, hein, on va dire tout l'été, même en septembre pour certains qui habiteraient dans des régions proches du sud de la France, où il y a des très fortes températures toute l'année, ou voire même tout l'été, qui vont faire monter donc forcément les poissons dans les couches d'eau. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on va essayer de savoir, c'est comment on va choisir une zone pour pêcher en été, qu'est-ce qui va être différent, notamment pourquoi on va choisir cette zone par rapport à une zone qu'on aurait choisie au printemps ou qu'on aurait pu choisir à l'automne ou même en hiver, et comment aborder cette zone puisque ça reste très important. Donc, je vous ai choisi des petites photos de zones que vous pouvez retrouver tous dans n'importe quel lac de France, et vous allez voir. Donc, en fait, il y a des zones qui sont entre guillemets remarquables. C'est ce qu'on appelle des zones remarquables dans la formation Le Sens de l'eau, puisque c'est quelque chose enfin, c'est des choses qui sont faciles à voir, que ce soit lorsque l'on va être donc au bord de l'eau en train de pêcher, ou même si vous voulez regarder, par exemple, si vous voulez vous prendre à l'avance et préparer votre session de pêche en essayant de regarder sur, par exemple, Google Earth, Google Maps. Il y a plein d'outils maintenant qui sont mis à notre disposition via Internet, via même nos téléphones, qui peuvent nous permettre de préparer nos sorties de pêche. Et donc, ces zones-là, on va pouvoir se rendre compte qu'elles existent. Alors, évidemment, suivant les lacs, suivant les étangs, suivant les rivières, il y a des choses qui peuvent changer avec le temps. Donc, comme les photos satellites, la plupart du temps, elles datent de quelques années en arrière. Il y a forcément des évolutions, mais ça peut déjà nous donner une idée de ce qui va se passer dans ce genre de lac, dans ce genre d'étang, dans ce genre de rivière. Donc en été, on va retrouver des zones très ensoleillées la plupart de la journée puisque le soleil a tendance à être très haut dans le ciel. Son zénith étant aux environs entre midi et 14 heures. Donc comme il est très très haut dans le ciel, il y a énormément de zones qui vont être peu ombragées. Et on peut voir ici, donc comme vous voyez, donc sur le centre de l'écran, vous allez avoir donc une zone très peu profonde avec légèrement d'herbier. En fait, en début d'été, les herbiers vont commencer à pousser, puis en fin d'été, il y a des phénomènes qui font que quand les herbiers meurent, ils vont se détacher et remonter à la surface. Mais pour l'instant, ils sont encore, donc comme vous voyez sur la photo, ils sont encore bien au fond, ils sont bien verts. On voit qu'ils ont passé un bon printemps avec une eau à une température qui commence à grimper. Et on a aussi, donc par exemple, en fond, vous allez pouvoir voir donc une zone ombragée avec même, bon là en l'occurrence c'est des ronces, mais il y a aussi des arbres dans l'eau. Alors il y a des fois où vous n'aurez pas forcément d'arbres dans l'eau, mais c'est des zones qui vont être très intéressantes puisque là à la fois on a donc le plateau ensoleillé, même si celui-ci est très peu profond, mais c'est pour vraiment vous illustrer de manière simple qu'est-ce que c'est qu'un plateau. Et vous allez voir aussi donc il y a une petite cassure. Donc ce que j'appelle la cassure, c'est la partie où on ne voit plus le fond en fait. On voit que l'eau est beaucoup plus sombre, donc c'est que on ne voit plus le fond, on n'arrive plus à savoir si c'est par exemple de la roche, du sable, des algues. Donc ça forme une petite cassure et donc c'est une zone encore plus intéressante puisqu'on a donc la zone peu profonde, une petite cassure et une zone ombragée. Et en plus de ça, on a quelques arbres dans l'eau. Donc les arbres dans l'eau, que ce soit à toutes les saisons, même si c'est majoritairement dans les saisons donc printemps, été, automne, il y a toujours la possibilité qu'il y ait par exemple des fruits, même si ce n'est pas des fruits que l'on mangerait nous, il peut y avoir des graines, il peut y avoir des fruits de buissons, par exemple comme les ronces, où il va y avoir peut-être des mûres, on peut avoir des grands arbres comme n'importe quel arbre qui va donner des fruits qui sont, on va dire, mangeables par les poissons. Donc les petits poissons blancs vont se diriger vers ces zones puisqu'ils vont à la fois trouver le refuge grâce aux arbres, aux ronces et à la fois à la petite cassure et les petits herbiers. Donc ils auront toujours un échappatoire, même si évidemment les poissons carnassiers finissent toujours par les trouver. Mais c'est pour ça qu'il reste encore des poissons blancs dans les étangs, c'est parce qu'ils arrivent à se cacher assez intelligemment. Et quand on va avoir donc ces petits poissons blancs qui vont venir se nourrir sur les bordures en été,
en fait, il va y avoir aussi notamment des insectes qui risquent de tomber à l'eau. On peut trouver aussi, par exemple, des grenouilles, des lézards, notamment aussi les sauterelles. C'est des choses qu'on retrouve souvent dans l'eau. Et donc, toutes ces choses-là, que ça attire donc soit les poissons blancs, donc les poissons non carnassiers, c'est-à-dire qui sont majoritairement herbivores, soit on va retrouver donc ces poissons blancs, soit on va retrouver également des carnassiers qui ne sont pas forcément là pour manger des poissons, puisque les carnassiers ne mangent pas que du poisson. Ils peuvent manger aussi des animaux à quatre pattes, des animaux comme des grenouilles, des lézards. Ils peuvent manger également des insectes. Ils sont assez opportunistes, les poissons. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est assez simple pour eux de récupérer un insecte qui flotte à la surface, donc ils vont pas se priver. En général, le but pour eux, c'est de survivre à tout prix. Donc tout ce qui les intéresse, ils vont le manger. Donc une zone comme celle-ci, c'est une zone qu'on va essayer d'aborder principalement en été. Donc on va essayer de chercher les poissons dans la zone d'ombre quand il fera très chaud et plutôt dans la zone soleil quand ça va être par exemple le matin au lever du soleil ou au coucher du soleil quand les températures vont commencer à redescendre ou en l'occurrence pour le matin à remonter. Les poissons, ils vont avoir tendance en plein été, quand il fait vraiment chaud, ils vont avoir tendance à aller se mettre à l'ombre pour se reposer et de temps en temps venir dans les zones ensoleillées pour peut-être essayer de chasser quelques proies. Donc il y a aussi des choses qui sont beaucoup plus compliquées à pêcher, même si on va dire que ce n'est pas parce qu'on peut pas passer un leurre dans donc ce que vous voyez donc sur la gauche de l'écran, donc c'est-à-dire une roselière, on peut pas forcément lancer la plupart des leurres dans ce genre d'endroit parce qu'on risque d'accrocher, mais c'est forcément des endroits où les poissons vont pouvoir graviter autour, notamment pour se déplacer, parce que le plus simple pour eux, c'est pas de se déplacer en plein milieu de la roselière et de la traverser complètement, c'est de faire un petit tour. Ça leur demande beaucoup moins d'efforts et moins ça leur demande d'efforts, plus c'est intéressant pour eux. Et donc, ils vont se déplacer autour de ce genre d'endroit. On voit aussi qu'il y a encore des arbres autour de l'eau. C'est des arbres ils ont commencé à avoir beaucoup de feuilles, donc il y a forcément beaucoup d'insectes qui vont essayer de venir manger. Il peut y avoir également des fruits, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est des zones qui vont attirer le poisson. Là, en l'occurrence, cette photo, elle a été prise en fin de journée, donc on voit qu'il y a plus trop beau, enfin plus vraiment beaucoup de soleil. On peut même voir d'ailleurs le reflet des nuages si jamais vous arrivez à le voir donc à droite de l'image, on voit le reflet des nuages, donc on voit que le ciel est bien blanc. Et donc il y a des journées comme ça où ça peut être très intéressant de vraiment rechercher les poissons autour des roselières, parce que ça, encore une fois, ça va créer un abri pour les petits poissons et donc une zone de chasse pour les gros poissons. C'est également un abri pour les gros poissons, notamment pour les carnassiers. Donc c'est des endroits qui sont vraiment à privilégier. Donc, plutôt que de lancer, par exemple, en plein milieu de notre herbier pour essayer d'aller chercher les poissons dans l'herbier, ce que je vous recommande, ce qui est le plus simple de faire, c'est d'essayer de pêcher autour de l'herbier, donc de cette roselière, pour essayer vraiment d'attraper les poissons qui seront en gravitation autour et qui, évidemment, puisqu'ils sont en mouvement, en gravitation autour de ça, ils vont sûrement être très opportunistes. Ils seront sûrement soit à la recherche d'une zone de chasse, soit vraiment carrément en chasse. Donc le plus simple, c'est de pêcher autour de cette zone-là pour essayer évidemment, de ne pas perdre de temps, de ne pas perdre de matériel en lançant au travers de ce genre de roselière. Donc il y a aussi, comme vous voyez sur cette photo, donc cette photo elle a été prise en rivière, même si la rivière, comme vous pouvez le voir, est très très calme, puisque c'était un plateau donc où il y avait relativement beaucoup de fond par rapport à ce qu'il y avait dans la rivière de manière générale. Donc on peut voir que c'est également l'été, puisqu'on commence à voir donc ces fameux herbiers que je vous disais tout à l'heure qui commencent à se décoller. Donc on peut voir la différence de couleur dans les herbiers. Donc on va avoir des endroits où l'herbier est vraiment très vert, donc c'est qu'il est encore vivant, et des endroits où il va devenir tout marron et il va remonter vers la surface, comme on peut voir vraiment juste en bas à droite de la souche, donc souche que vous voyez en plein milieu de votre écran. Et donc, ces herbiers-là, donc quand ils vont remonter à la surface, ils vont également créer encore une fois un abri, que ce soit du soleil et des prédateurs, que ce soit pour les poissons blancs ou même par rapport aux carnassiers qui peuvent être attaqués notamment par des oiseaux de proie, ce genre de choses. Donc notamment les hérons, les cormorans, ce genre d'oiseaux. Ça va leur créer un abri et donc ça va forcément créer un attrait pour les poissons blancs et donc pour les carnassiers qui vont venir aussi potentiellement se nourrir assez souvent autour de ces herbiers-là, tout simplement puisque ce sera une solution entre guillemets de facilité, puisque étant donné que c'est des zones qu'ils affectionnent particulièrement en tant que zone de chasse, puisqu'ils peuvent se camoufler dans les herbiers, comme la plupart des poissons carnassiers qu'on peut retrouver en France ont des teintes de vert, ils peuvent facilement se camoufler dans les herbiers.
Et donc, cette souche, elle va aussi créer quelque chose d'un peu particulier, puisque dans cette rivière-là, dans cet endroit-là en particulier, même si c'est vraiment, vous pouvez reproduire ce genre de choses partout ailleurs, dans n'importe quel endroit où il y a de l'eau en France. Cette souche, elle va créer quelque chose de particulier, c'est que c'est un obstacle. Donc, ça va être un obstacle au courant dans une rivière. Ça va être un obstacle, par exemple, pour le vent quand il va arriver dans un certain sens dans un étang. Donc, ça va créer aussi des perturbations dans l'eau, même si ce n'est pas vraiment des perturbations, mais le fait que la souche soit là en décomposition à cet endroit-là, ça va également attirer des insectes terrestres, donc des fourmis par exemple, qui vont venir créer leur nid ou même se nourrir à l'intérieur de la souche. Il y a d'autres insectes qui vont venir pondre leurs œufs à l'intérieur pour que les œufs puissent se transformer en larves et se nourrir de la souche. Et donc tout cet écosystème-là, il va encore une fois attirer le poisson, et c'est vraiment ce que l'on recherche quand on est en été. C'est vraiment des zones qui vont attirer les poissons à cette saison-là en particulier, puisque c'est vraiment la saison de reproduction de la plupart des animaux. Elle est quasiment passée, donc on est sur la fin de la reproduction. Et donc on va avoir une tendance à trouver beaucoup de larves, beaucoup de bébés poissons. On va trouver des œufs de beaucoup de choses. Et donc c'est vraiment la saison où les poissons vont vraiment se diriger vers ces zones-là pour essayer de grappiller quelques protéines à droite à gauche, et pour les poissons blancs également qui arrivent de se nourrir d'insectes, qui vont récupérer aussi beaucoup d'énergie grâce à ça. Donc dans ces biotopes-là, on va avoir l'importance de choisir son leurre. Donc évidemment, quand on pêche au leurre, il va falloir essayer de s'adapter le mieux au biotope, donc comme je vous le dis dans le titre, c'est-à-dire donc à la fois aux poissons blancs ainsi qu'aux prédateurs. Donc les poissons blancs, en fait, comme on pêche au leurre, on a tendance à pêcher majoritairement les carnassiers, même si on peut également pêcher des poissons blancs qui sont donc omnivores. Donc ça arrive par exemple le chevenne, le rotangle, le gardon, ça arrive qu'ils se nourrissent d'insectes et même d'autres petits poissons dans certains endroits. Et donc on va essayer d'adapter nos leurres en fonction de ce qu'on peut retrouver donc sur la zone et en fonction de la saison. Donc là, en l'occurrence, ce sera l'été. Donc les leurres que l'on va choisir, je vais vous les montrer tout de suite en photo. Il va y avoir différents types de leurres. Donc les leurres dures et les leurres souples. Donc comme je vous disais, on va adapter encore une fois. On va essayer de faire au mieux, en fait, tout simplement, essayer d'adapter au mieux son leurre en fonction du biotope, tout simplement puisque plus on est proche de ce qui existe dans la nature et ce que connaissent les poissons dans leur milieu naturel, plus on a de chances de les leurrer. Tout simplement parce que quelque chose qu'ils ont l'habitude de voir sur leur zone et dont ils ont l'habitude de se nourrir, ce sera forcément ce qui aura de plus efficace, puisque si un poisson se nourrit toujours de la même chose toute l'année, quand il va avoir passé autre chose que cette chose-là, ça peut le perturber, même si on peut toujours en attraper des poissons je considérerais pas comme des coups de chance, mais sur des coups, allez, on va dire des coups de chance. On peut tout simplement perdre du temps en essayant des choses très différentes de ce qu'on a tendance à croiser sur le biotope. Donc, on va essayer d'être le plus efficace possible, de perdre le moins de temps. Donc, les leurres Ah, de surface, c'est quelque chose en été qui est… Oui, on a une coupure, je crois, Anto. Allez, c'est pas grave, c'est bon, c'est revenu. tu m'entends? Oui, oui, c'est bon, ça marche. Ok, très bien. Donc les leurres de surface, c'est quelque chose que j'affectionne moi particulièrement pour pêcher en été, tout simplement parce que c'est la pêche la plus ludique qu'on puisse pratiquer à mon sens, parce qu'on a à la fois donc le plaisir de voir son leurre évoluer en toutes circonstances, et on a aussi le plaisir de voir les poissons, même si ils vont pas toujours attaquer, mais on peut donc les voir suivre le leurre, on peut les voir interagir avec le leurre tout simplement, que ce soit des poissons blancs d'ailleurs ou des poissons prédateurs. Et donc les leurres de surface, c'est vraiment quelque chose qui est très efficace en été, puisque la plupart donc des poissons, comme je vous disais, ont tendance à se nourrir donc d'insectes, d'animaux terrestres. Et donc tous ces animaux terrestres, ils vont avoir tendance à essayer de se débattre du mieux qu'ils peuvent pour s'extirper de l'eau. Et donc notamment par exemple un lézard, une sauterelle vont faire beaucoup de vibrations et ils vont donc forcément flotter, comme la plupart savent entre guillemets nager, même si on ne pourrait pas appeler ça nager, mais ils savent flotter du moins. Et donc, les leurres de surface, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment adapté à la saison de juin, juillet, août, donc en été, de manière générale. Et donc, on peut utiliser de plusieurs types
de leur surface. Donc, il y en a encore quelques-uns que je ne vous ai pas montré, mais là, en l'occurrence, en haut à gauche, vous avez donc ce qu'on appelle un popper. Donc, le popper, il a une bouche concave, ce qui permet de, quand on le ramène, on va donner des petits à-coups avec la canne et il va faire donc une gerbe d'eau. Le popper, c'est quelque chose que personnellement j'utilise quand je veux pêcher une zone sur laquelle j'ai envie de rester longtemps. Parce que par rapport à un stick bait, donc comme vous pouvez voir en bas à droite, le popper, il a tendance à pouvoir être animé très lentement et être en même temps très efficace. A contrario, le stick bait, c'est quelque chose qui va nous permettre, donc le stick bait en bas à droite, c'est quelque chose qui va nous permettre de peigner énormément de surface avec un leurre de surface. Donc on va peigner beaucoup de terrain et à la fois on va pouvoir pêcher en surface, donc pouvoir s'amuser à avoir des attaques très rigolotes, on va pouvoir voir notre leurre évoluer, donc c'est vraiment ce qu'il y a de, à mon sens, le plus ludique. Donc le popper, c'est vraiment quelque chose où je veux m'arrêter sur une zone, où je veux intensifier ma prospection sur cette zone. Ça n'empêche pas que je sois passé avant avec un stick bait. Par exemple, si jamais je trouve que mon stick bait, je dois l'animer trop rapidement pour qu'il ait une animation, donc tout à fait normal. Il va vraiment falloir que je passe au popper pour vraiment insister sur peut-être 1 m² ou 2 m², tout simplement pour pouvoir rester plus longtemps sur la zone et pour pouvoir déclencher les poissons qui sont peut-être pas réussis à monter sur un stick bait, donc à venir le saisir. Donc le popper dans ce cas-là est plutôt le stick bait. Donc quand je vais pouvoir chercher beaucoup de poissons dans un sens où je vais vouloir chercher le plus de poissons actifs, donc je vais me déplacer rapidement. Et l'avantage du stick bait, c'est que ça s'anime relativement rapidement. On revient vite, le leurre revient vite dans nos pieds et on peut relancer relativement rapidement, à contrario du popper. On peut également utiliser en été donc ce qu'on appelle des frogs. Donc c'est une grenouille synthétique qui est principalement adaptée à pêcher donc notamment sur des zones où il y a beaucoup d'herbiers, même si elles peuvent très bien s'utiliser dans un endroit où il n'y a pas du tout d'herbier, hein, évidemment. Mais l'avantage, c'est que comme les poppers et les stick bait ont tendance à avoir des hameçons triples ou même avec des hameçons simples, comme c'est des hameçons qui sont exposés, on a tendance à accrocher dans les herbiers, accrocher dans les roselières, par exemple, comme vous avez pu voir tout à l'heure. A contrario, la frog, elle va pouvoir tout simplement passer à travers beaucoup mieux, même si elle accroche évidemment toujours. Il n'y a pas de leurre miracle pour ne jamais accrocher, mais elle va permettre de passer dans des endroits qui n'auraient pas été accessibles avec ce genre de leurre-là, comme le popper et le stick bait. Donc il y a des leurres qui ont en fait des coloris qui sont très importants. À mon sens, c'est un coloris naturel. En fait, c'est vraiment un passe-partout. Peu importe l'endroit où on va pêcher, le coloris c'est quelque chose qui est important. Donc là, en l'occurrence, ce leurre c'est un swim bait, donc c'est un leurre articulé en 3 parties, et il a la particularité d'avoir un coloris qui ressemble à un black bass. Donc ce leurre c'est un leurre qui est assez imposant. La plupart du temps, les swim bait, donc cette catégorie de leurre là, c'est des leurres qui sont très imposants. C'est des leurres qui sont principalement destinés à la pêche du black bass et du brochet, même s'il y a certaines tailles qui peuvent être déclinées sur la pêche de la perche par exemple. Mais le coloris, il va être très important parce que ce genre de leurre, c'est le leurre que je vais utiliser, par exemple, quand je vais pêcher le brochet dans un endroit où je sais qu'il va y avoir des black bass, ou je vais pêcher le black bass en période donc d'après frais, donc en été, tout simplement puisque les black bass qui seront nés, par exemple, en mai ou en juin, ils vont atteindre une taille après être nés, aux environs de juin, juillet, août, ils vont commencer à grossir, 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 et comme les poissons ont tendance à grossir très rapidement dans le début de leur vie, comme la plupart des animaux d'ailleurs, ils vont vite atteindre une taille de 10-15 cm pour les plus solides, les plus costauds, qui vont avoir la meilleure génétique. Et donc, il y a des poissons comme le black bass d'ailleurs qui n'a aucune vergogne à manger les alevins des autres. Et il y a aussi, par exemple, le brochet qui raffole de manger du black bass. Donc, ce leurre, c'est vraiment un leurre qui est fait pour imiter un black bass. Donc, quand je vais pêcher l'été, où les black bass vont avoir une taille assez conséquente après être né et avoir passé un été à se nourrir de plein de choses. C'est un leurre qui va être très adapté vraiment au biotope. Donc c'est ce qui est vraiment très important, c'est de choisir les leurres en fonction de notre biotope. Donc ce leurre, on aurait pu également le faire avec un coloris perche. Peu importe, en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'adapter le leurre avec le biotope. Donc on peut également utiliser des leurres plus petits, puisque évidemment, on va dire que la plupart des alevins vont grossir rapidement, mais il y a certaines espèces
qui vont avoir tendance à grossir relativement lentement, puisque c'est des poissons qui vont avoir tendance à moins grossir de manière générale. Par exemple, le brochet peut atteindre plus d'1 mètre, 1,20 m, 1,30 m même pour les plus gros spécimens, 1,40 m pour les records du monde. Donc, c'est des poissons qui vont grandir assez rapidement dans le début de leur vie. Mais pour les autres poissons, donc par exemple une perche qui va atteindre maximum 60 cm, évidemment sur le temps donné, sur un temps donné, elle va grossir évidemment un peu moins vite qu'un brochet, même s'il y a certaines espèces qui ont une particularité à grossir très rapidement, puis à stagner vraiment à partir d'une certaine taille, à partir de la taille adulte. Mais on peut également utiliser donc des leurres plus petits comme celui-ci. Celui-ci, c'est un jerkbait, donc qui a la particularité d'être coulant. Il a une forme de minnow, donc la forme minnow, c'est ce qu'on appelle chez les jerkbaits, c'est la forme effilée. Donc comme vous pouvez le voir, on a une tête relativement haute, puis on a un corps qui finit vraiment très effilé. C'est principalement pour gagner en distance de lancer, la forme effilée, mais c'est aussi pour imiter un petit poisson qui serait en détresse. Les jerkbaits, c'est quelque chose c'est des leurres qui font vraiment beaucoup de vibrations. Et c'est des leurres qu'on va utiliser, donc notamment à cette période, sur des zones où on va retrouver beaucoup de petits poissons. Donc on va adapter donc forcément le coloris aux poissons que l'on retrouve. Donc là, en l'occurrence, il a un coloris plutôt naturel, mais avec des tendances. Donc ce qui est important, c'est de voir les teintes. Donc la teinte sombre sur le dessus et une teinte plus claire sur le flanc, et en dessous même, là en l'occurrence on ne le voit pas, mais en dessous il est transparent, tout simplement parce que la plupart des poissons ont cette particularité-là, c'est-à-dire qu'ils ont un dos sombre pour pouvoir être moins visibles depuis la surface. Donc quand les autres poissons vont regarder de la surface vers le fond, ils vont voir quelque chose de sombre, donc ça va être en accord avec le fond de l'eau, donc ils seront plutôt bien camouflés. Par rapport à la vue d'un poisson, évidemment, pour nous, c'est différent, puisqu'on a une meilleure vision que la plupart des poissons. Et inversement, quand un autre poisson va regarder un poisson par le dessous, la plupart des poissons, on va avoir le ventre très clair, voire même argenté, pour essayer de faire un mimétisme avec la couleur du ciel, tout simplement pour être, encore une fois, camouflé. Donc les teintes, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Si on cherche, par exemple, à imiter un brochet, on va avoir quelque chose qui va être donc un dos relativement sombre, des flancs encore une fois relativement sombres et un ventre blanc. Si on veut imiter par exemple une ablette qui est quasiment toute dorée, toute argentée, pardon, on va plutôt prendre un leurre qui a une teinte relativement uniforme mais très claire, donc par exemple de l'argent, couleur or, couleur voilà, des couleurs claires. Donc voilà pour ce leurre-là. Pourquoi je l'utilise en particulier, pourquoi je l'ai mis dans celle-là, pourquoi je l'affectionne, c'est tout simplement parce que quand il y a beaucoup d'autres petits poissons, les vibrations très fortes de ce leurre-là, ça arrive que ça fasse exploser en fait les bandes de petits poissons et ça déclenche souvent les attaques de prédateurs. Donc encore une fois, dans la partie, donc là en l'occurrence c'est un leurre souple, mais c'est un hybride puisqu'il a une tête de leurre dur et un corps de leurre souple. On imite, donc en l'occurrence là, on essaie d'imiter un brochet. Donc on a encore une fois, comme je vous le disais, le ventre plutôt clair. On va avoir les flancs qui là en l'occurrence ont des marbrures pour essayer d'imiter un brochet. Et le dos un peu plus sombre, même s'il n'est pas très très sombre. Ce qui est intéressant, c'est de voir la différence entre le ventre et le dos. Et donc, la particularité de celui-là, c'est encore une fois un swim bait, comme je vous avais montré tout à l'heure avec le leurre qui ressemblait à un black bass. C'est des leurres qui fonctionnent très très bien puisqu'ils sont très imitatifs et ils ont une tendance à se déplacer vraiment très naturellement, on dirait vraiment à la nage d'un poisson. Pour les leurres souples, il y a certaines particularités. Donc, les leurres souples qui ne sont pas montés. Donc, le leurre souple précédent, celui-ci, que je vous montre, qui est hybride, donc que je vous disais, il a une particularité, c'est qu'il a déjà une bavette. C'est un leurre qu'on ne va pas mettre de tête plombée dessus puisqu'il a déjà une tête dure. Mais sur le reste des leurres souples, donc notamment comme les shad, donc en l'occurrence que vous voyez ici, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est les coloris. Donc les coloris à cette saison, comme on va retrouver, ce qu'il faut essayer de remarquer, c'est qu'est-ce qu'on va retrouver sur notre biotope. Donc est-ce qu'on va retrouver plutôt des bandes ablettes, plutôt des bandes de bébés black bass, plutôt de bandes de bébés brochets, de bébés perches, etc. Et en fonction de ce qu'on va retrouver sur le biotope, on va adapter nos coloris. Donc évidemment, il y a des coloris qui ne ressemblent pas forcément à un type de poisson, mais comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est vraiment les teintes. Et là, en l'occurrence, on choisit souvent en été, on choisit de pêcher avec des shads, puisque c'est des leurres qui font quand même pas mal de vibrations. Et les vibrations, elles vont se transmettre dans l'eau et
les poissons les prédateurs du moins vont les capter avec leur ligne latérale. Et comme en été l'eau est chaude, ils vont avoir tendance à se déplacer sur de grandes distances plus facilement que par exemple en hiver. Et donc on peut utiliser des leurres qui font beaucoup de vibrations pour essayer de les attirer de loin et de se permettre en fait d'attirer les poissons qui sont prêts à manger et qui sont pleins d'énergie puisque l'eau est chaude et qu'il y a beaucoup de nourriture à cette saison. Donc pour les coloris naturels, il y a quelque chose qui est intéressant aussi, dont je voulais vous parler. C'est vraiment de voir qu'est-ce qui se rapproche le plus tout simplement de ce que vous voulez imiter. La particularité de ce leurre-là, comme on peut le voir, c'est qu'il a des paillettes. Donc sur tous les leurres que je vous ai montrés précédemment, hormis le chat de la diapositive d'avant, il y avait quelques paillettes. Là, celui-là, il a des paillettes un peu particulières. Il a des paillettes argentées et un dos relativement sombre. Donc il faut savoir que la plupart des poissons, même quasiment tous les poissons, ne voient pas les couleurs. Ils voient tout simplement les teintes, comme je vous disais tout à l'heure. Donc c'est vraiment la teinte qui est importante. Donc là, en l'occurrence, on va avoir quelque chose avec les paillettes qui va créer donc des reflets. Et les reflets, c'est quelque chose qui, lorsqu'on est en juin, juillet, août, on va avoir beaucoup de soleil forcément, plus que sur la plupart des saisons d'hiver. Et les paillettes vont créer des reflets avec le soleil, la lumière du soleil, qui peuvent attirer également les poissons. Donc tout simplement, le mieux, c'est d'adapter son leurre au biotope, surtout en été où on va principalement pêcher avec des coloris naturels, tout simplement parce qu'il va y avoir beaucoup de poissons qui auront évolué, grandi dans les pouponnières d'herbiers du printemps. Et donc, on va vraiment essayer d'augmenter le mimétisme, quitte à le rendre parfait si on peut, comme avec le leurre qui ressemblait à un black bass tout à l'heure. Donc tout simplement pour essayer d'optimiser nos chances de capturer les poissons, puisque un poisson se nourrit principalement des choses qu'il va voir sur sa zone, que ce soit donc des poissons, des batraciens, des insectes, des lézards par exemple. Et il y a aussi une dernière chose, maintenant que j'y pense, il y a aussi les écrevisses qui vont avoir tendance à sortir beaucoup à cette saison. Et il faut savoir que donc les écrevisses, c'est quelque chose dont raffolent la plupart des poissons. C'est quelque chose qui ne bouge pas beaucoup. Donc c'est simple pour eux de s'en saisir. Alors même si ça a des piquants forcément et que ça pince, même si les poissons, donc la plupart du temps, ne font pas les difficiles quand ils voient une écrevisse, parce que c'est beaucoup de protéines pour assez peu d'efforts pour la saisir. On peut également, donc si vous êtes sur des zones où il y a des écrevisses, si jamais vous trouvez des pins sur le bord de l'eau ou des mues, c'est vraiment intéressant d'essayer de pêcher avec des leurres imitatifs d'écrevisses. Donc pour la dernière chose, une petite partie, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment adapté à l'été. La fréquentation humaine, c'est quelque chose qui est très important à cette saison. Donc évidemment, quand vous avez des lacs où il va y avoir par exemple des plages, qu'est-ce que vont faire les poissons? Bah, tout simplement, la plupart du temps, les poissons, ils vont essayer donc soit de s'en aller, puisqu'ils vont avoir peur ou est-ce qu'ils vont être dérangés, soit il y a quelque chose qui est assez intéressant de voir sur la plupart des plans d'eau où il y a des lacs, enfin où il y a des plages, pardon, et où il y a des baigneurs, c'est que évidemment tout mouvement dans l'eau d'un baigneur, ça va forcément faire bouger, par exemple, le sable, ça va faire bouger les cailloux. Et à ce moment-là, les tout petits poissons, ils vont vraiment essayer de venir se nourrir dans les pieds des baigneurs. Et également, les poissons prédateurs, ils ne seront jamais très très loin. Donc évidemment, c'est pas forcément, enfin, je considère pas ça comme une bonne idée de pêcher au milieu des baigneurs. Évidemment, ça reste dangereux parce qu'on pêche avec des hameçons qui peuvent être très piquants. Donc, pour essayer d'en tirer profit, on va tout simplement, dès la fin de l'heure de baignade de la plupart des gens, donc juste un peu avant le coucher du soleil, les poissons qui se seront nourris sur toute cette zone, ils vont rester la plupart du temps parce que l'eau est agréable. Pendant la nuit, les températures ne vont pas beaucoup redescendre, donc ces poissons-là, ils vont rester sur ces zones. Et avec le coucher du soleil, avec la luminosité qui baisse, ils vont progressivement descendre vers les profondeurs pour revenir le lendemain matin. Et donc, on va pouvoir chercher les poissons à ce moment-là sur ces endroits-là, même si on pourrait se dire, ah bah toute la journée, il y a eu des baigneurs, aucune chance qu'il y ait un poisson à ce moment-là. Donc justement, il ne faut pas hésiter à essayer d'analyser pourquoi il y aurait des poissons à cet endroit-là. Donc là, en l'occurrence, sur une plage, ça soulève du sable quand les gens marchent, les petits poissons arrivent, les gros poissons arrivent, et nous, on arrive un peu après le départ des baigneurs pour essayer d'attraper les poissons.
Donc pour la partie questions, d'ailleurs, si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à les poser maintenant, j'y répondrai avec plaisir. Donc il y a une question de Jérémy qui me demandait donc bonjour, est-ce que vous privilégiez une animation lente ou rapide de manière générale? Alors que ce soit peu importe la saison, même si on va dire que nos animations, elles sont censées devoir s'adapter en fonction du rythme de vie des poissons. Donc de manière générale, l'hiver, on va tendance à avoir pêché plus lentement et l'été, on va avoir tendance à pêcher plus rapidement, puisque le fait que l'eau soit plus ou moins froide, donc plus l'eau est froide, plus les poissons vont consommer de l'énergie pour se déplacer. Donc on va avoir tendance à pêcher plus lentement pour inciter les poissons qui ne voudraient pas se déplacer rapidement et consommer beaucoup d'énergie pour saisir leur proie. On va avoir tendance à pêcher donc plus lentement. L'été, au contraire, comme l'eau a tendance à être beaucoup plus chaude, on va pouvoir pêcher donc plus rapidement pour tout simplement essayer de cibler n'importe quel poisson qui serait sur la zone et qui serait de toute manière, grâce à la température de l'eau, il serait capable de se déplacer sans consommer énormément d'énergie. Donc ce qu'on va faire pour les animations, c'est essayer de s'adapter donc premièrement en fonction de la saison. Ensuite, on va essayer de s'adapter en fonction du poisson que l'on va rechercher. Donc, il y a certains poissons, comme par exemple la perche, les poissons qui vivent en banc, tout simplement, ils vont avoir tendance à avoir une concurrence alimentaire, puisque plus ils sont nombreux, plus ils vont avoir tendance donc à se déplacer ensemble et à se faire de la concurrence, forcément, puisqu'ils chassent en groupe. Donc, il y a toujours donc le plus fort qui va avoir tendance à se nourrir en premier. Donc, on va avoir tendance à pêcher un peu plus rapidement, tout simplement pour essayer d'inciter les poissons à se déplacer pour venir saisir le leurre. Et plus on va pêcher rapidement, plus on va avoir tendance à cibler le poisson le plus rapide. Donc, malheureusement, le plus rapide aussi, c'est souvent le plus petit, mais il y a une tendance qui est que plus on va chercher donc à pêcher rapidement, par exemple dans un banc de perche, plus on va avoir tendance à capturer donc au début peut-être un ou deux petits poissons, puis après quand on va prospecter donc un peu plus intensément dans le banc, on va avoir tendance à sélectionner donc les poissons les plus forts et les poissons aussi les plus malins qui ont le plus d'expérience de chasse. Et quand ils vont voir les petits poissons se déplacer pour aller se nourrir, ils vont forcément prendre le dessus, pousser l'autre poisson tout simplement pour saisir le leur. Donc là, à ce moment-là, on va pêcher plutôt rapidement. Quand on pêche par exemple le brochet, le black bass ou le cendre, on a plus tendance à avoir tendance à faire des animations plus lentes que la moyenne, tout simplement parce que c'est des poissons qui n'ont premièrement très peu de concurrence alimentaire lorsqu'ils ne se déplacent pas en banc, et aussi tout simplement parce que c'est des poissons qui, la plupart du temps, se nourrissent de proies par rapport à leur taille. Donc, plus un poisson est gros, plus il va avoir tendance à sélectionner des grosses proies pour pouvoir faire le moins d'efforts possible, puisque pour se déplacer d'un mètre et attraper un poisson d'1 kilo, par exemple, ça va refaire un rapport déplacement-énergie plus intéressant que se déplacer 20 fois d'un mètre pour attraper des petits poissons de 100 grammes ou de 50 grammes même. Et donc, on va avoir tendance à pêcher avec des leurres plus gros. Et quand on pêche avec des leurres plus gros, la plupart du temps, on a tendance à vouloir pêcher plus lentement, tout simplement pour avoir ce qu'on appelle le plus de présence dans l'eau, notamment le fait qu'un gros leurre, notamment par la quantité d'eau qui va déplacer, l'attrait visuel aussi qu'il a, puisqu'il a une grosse forme, puisqu'il a une forme tout simplement imposante et qu'il paraît gros. Pour un poisson, on va avoir tendance à mieux sélectionner, on va être plus efficace dans la sélection des poissons et notamment à sélectionner d'ailleurs les gros poissons. Et quand on utilise un poisson plus petit, un leurre pardon plus petit, on va plutôt sélectionner des poissons qui cherchent à se nourrir, donc notamment de petits poissons, tout simplement parce que on a donc moins de déplacement d'eau, donc moins de ressenti pour les poissons, les carnassiers, tout simplement parce que leur ligne latérale ne leur indiquera pas qu'il y a une grosse bestiole qui se déplace autour d'eux. Ils vont ressentir donc la fréquence des vibrations et se dire ah c'est forcément une petite proie. Donc si on cherche à imiter une petite proie, là, à ce moment-là, on va pêcher un peu plus rapidement, tout simplement puisque la fréquence des vibrations d'un leurre, tout simplement, plus elle est importante, plus elle a l'air d'être un petit poisson, tout simplement. Je vais vous expliquer pourquoi. Un petit poisson, pour se déplacer d'1 mètre, par exemple, il va falloir qu'il donne un nombre de coups de queue, tout simplement, pour avancer, puisque c'est son moyen de propulsion, très important, puisque c'est un petit poisson, donc il va falloir qu'il se déplace sur 1 mètre. On va se donner un ordre d'idée. Par exemple, il met 100 coups de caudale pour se déplacer d'1 mètre, alors qu'un gros poisson, il va mettre peut-être 5, 10, 20 coups de caudale pour se déplacer d'1 mètre. Donc cette fréquence de vibration, elle est perçue par les poissons
même sans qu'ils puissent le voir, tout simplement parce qu'ils ont la ligne latérale, donc c'est un peu le sixième sens, c'est un sens qu'on ne possède pas évidemment. Et donc ce sixième sens, il va leur permettre d'identifier la taille de leur proie ou même juste de la chose qui passe dans l'eau, sans même la voir, sans même la sentir, sans même l'entendre. Donc tout simplement, la fréquence des vibrations, c'est quelque chose qui est très important. Et plus on ramène un leurre rapidement, plus il va avoir tendance à faire des vibrations rapides, évidemment, et plus il va apparaître comme un petit poisson. Donc ce que je privilégie, je vais y arriver, ce que je choisis en général, c'est de faire une animation en rapport avec ce que je veux pêcher comme poisson. Donc, quand je vais pêcher le brochet, je vais utiliser des leurres assez conséquents et je vais ramener lentement. Même si, évidemment, il y a des exceptions. Hein, ne me prenez pas sur le mot que pour une technique, par exemple, que pour pêcher le brochet, il faut absolument pêcher lentement. C'est totalement faux. Mais de manière générale, on va pêcher lentement pour des gros poissons comme le brochet. On va pêcher plutôt rapidement pour pêcher par exemple la perche. On va pêcher également plutôt lentement pour le sandre puisque c'est un poisson qui se déplace assez peu. Et on va pêcher à la fois lentement pour les black bass lorsqu'ils sont près des bordures puisque ils se déplacent peu et en même temps rapidement à certaines saisons quand les poissons sont en pleine eau en train de se déplacer pour chercher eux-mêmes leur nourriture, notamment comme des petits poissons blancs. Donc, une question de Michel qui me disait, donc, bonsoir Antonin, quelle longueur de fluorocarbone à mettre au bout de la tresse? Donc, pour ce qui est de la tresse, évidemment, pourquoi on utilise de la tresse? Déjà, c'est tout simplement, premièrement, pour gagner en distance de lancer et également en ressenti. Le problème de mettre un long bas de ligne en fluorocarbone ou même en nylon, peu importe, ou même en polyéthylène, c'est que plus on va avoir un bas de ligne long, plus on va forcément perdre en distance de lancer puisqu'on perd l'atout de la tresse, puisque si notre bas de ligne fait 25 mètres, tant que les 25 mètres de fluorocarbone ne sont pas sortis, on n'atteint pas la tresse et on ne gagne pas en distance de lancer. Mais à la fois, ce que l'on veut chercher, c'est le compromis donc, entre les distances de lancer, le ressenti et également la discrétion. Donc, il faut savoir que la plupart des poissons n'ont pas une très bonne vue, notamment le brochet par exemple. Il a une vue qui est assez médiocre, même si elle est quand même importante, puisque on va quand même chercher à faire un bas de ligne, peu importe la technique que l'on va utiliser, peu importe les poissons que l'on va rechercher. Il y a vraiment des cas très très rares dans lesquels on n'utilise pas de bas de ligne, mais ça c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à certaines régions et à certains poissons. Donc on va essayer de trouver le bon compromis en fonction du poisson, en fonction de la clarté de l'eau et en fonction de si la distance de lancer est importante pour nous ou pas. Par exemple, si l'on pêche en vertical, on pourrait clairement se permettre de pêcher uniquement avec du fluorocarbone dans le moulinet. Il n'y aurait aucun problème, tout simplement parce que si on pêche dans des profondeurs de moins de 10 mètres, la tresse en vertical, comme elle est en permanence tendue par le poids du leurre, c'est pas forcément intéressant vraiment d'avoir de la tresse, puisqu'on va quand même avoir le ressenti, notamment avec du fluorocarbone qui est assez peu élastique. Donc pour la verticale, par exemple, on pourrait se permettre de mettre 15, 20, 50 mètres de baline, peu importe. Pour ce qui est de la pêche au lancer, c'est important. En général, j'utilise dans des eaux donc sales pour pêcher notamment les carnassiers comme le brochet, le sandre, le black bass et la perche. Je vais utiliser des bas de ligne entre 2 et 6 mètres, tout simplement parce que 2 mètres, c'est lorsque les eaux vont être relativement troubles et 6 mètres quand les eaux vont être relativement claires. La seule particularité avec le brochet, c'est que je mets donc un bas de ligne de discrétion adapté forcément à la taille des poissons que je recherche et même à la taille des leurres que je lance. Et je vais rajouter un bas de ligne qu'on appelle de sûreté, qui est un petit bout on va dire, de 50 cm de fluorocarbone très épais, tout simplement pour limiter la coupe des dents du brochet. Si jamais il avale le leurre un peu trop violemment, il peut couper le fil évidemment avec ses dents. Même on peut également utiliser des bas de ligne acier ou des bas de ligne en titane, mais évidemment, ce que je préconise, c'est la discrétion, donc forcément le bas de ligne en fluorocarbone ou en nylon. Et donc, pour par exemple pêcher la truite, je vais plutôt tendance à avoir à faire des bas de ligne très fins. Et qui dit bas de ligne très fin dit assez peu d'élasticité, donc une chance de casse assez importante, puisque plus notre filet est fin, ça reste ce qu'il y a de plus simple, hein, plus notre filet est fin, plus il y a de chances qu'il casse. Mais de toute manière,
Comme les truites ont tendance à vivre dans des endroits où l'eau est très très claire, puisque les rivières d'eau courante, même si elles sont dans des lacs, par exemple des lacs de montagne ou des lacs de barrage avec des rivières qui se jettent dedans, je préfère utiliser des balines au moins de 4 mètres, tout simplement pour, même si je vais perdre en distance de lancer, ce qui m'intéresse quand je pêche en rivière, c'est d'être à la fois précis avec mes lancers, donc pas forcément d'aller chercher très loin, parce que dans une rivière, évidemment, comme il y a des cailloux, il y a des branches, il y a plein de choses qui vont faire qu'il y a des obstacles. Le but, c'est pour moi, c'est d'accrocher le moins possible pour éviter déjà, premièrement, de perdre du matériel, deuxièmement, de perdre du temps. Donc, je vais utiliser des balines d'environ 4 mètres. Évidemment, ça va s'adapter en fonction de si je pêche dans une rivière très profonde ou une rivière moins profonde. Si je pêche dans une rivière où j'ai tendance à lancer à moins de 15 mètres pour pêcher les spots, évidemment, je suis pas obligé de mettre 4 mètres de baline, je peux en mettre que 2 ou 3. Mais le minimum, on va dire, c'est vraiment minimum 2 mètres de bas de ligne en général. Donc, ce que je fais moi pour mesurer mes bas de ligne, c'est que je sais que je fais à peu près 1m70. Donc, d'un bout de mon bras à l'autre, ça fait 1m70. Comme ça, si jamais je suis au bord de l'eau, que j'ai aucun moyen de mesurer mes bas de ligne, je sais qu'il faut un peu plus que ma taille. Donc, c'est le minimum que j'utilise. Des fois, je mesure mes bas de ligne plus grands, notamment quand je vais pêcher dans des lacs où l'eau est très claire pour la truite, où je vais utiliser jusqu'à 7 mètres de bas de ligne. Pardon, je vais tousser un coup. Pardon. Donc voilà, pour la longueur des bas de ligne, donc minimum 2 mètres, peu importe la technique que j'utilise. Et en fonction de du poisson que je vais utiliser, que je vais chercher à capturer, je vais forcément l'adapter et le faire plus ou moins long. Par exemple, Michel, si jamais tu es encore disponible et que tu veux me poser la question de quel type de pêche tu voudrais savoir en particulier ce que je vais utiliser, n'hésite pas. Donc une question de Philippe qui me demandait, bonsoir, comment savoir si je dois tenter sur un spot la cuillère, le shad ou le leurre dur? Donc peu importe l'endroit où on va pêcher, il y a des leurres qui vont avoir tendance à être plus efficaces que d'autres, tout simplement parce que, par exemple, quand on va pêcher la truite, évidemment la cuillère c'est quelque chose qui est, on va dire, le leurre le plus passe-partout, le plus, c'est pas forcément le plus simple à utiliser, mais c'est un qui est efficace et qu'on sait qu'il sera très efficace. C'est aussi très efficace sur le brochet. Mais on a aussi maintenant, avec les nouvelles technologies, on a plein de types de leurres qui sont tous très différents et qui peuvent paraître très durs à choisir. Mais en gros, tout simplement, plus on va imiter ce qui est sur la zone, plus ça va être efficace. Donc, un shad, par exemple, on va l'utiliser pour imiter avec certains coloris, pour imiter certains poissons. On a l'avantage aussi des shads, donc des leurres souples de manière générale, c'est qu'on peut les plomber à notre guise. Donc peu importe la taille de notre leurre souple, on peut le plomber à notre guise. Donc ça veut dire qu'on peut, avec un leurre de 10 cm, on peut pêcher à la fois juste sur la surface sans le plomber et à la fois pêcher dans 30 mètres d'eau s'il le faut, en le plombant très fort. Donc c'est l'avantage du shad, enfin des leurres souples en On t'a perdu, Anthony. On n'a plus. Ah. Tu nous entends? Alors, je te retrouve connecté, mais par contre, on n'a plus de son. Alors, pourquoi ça marche plus? Désolé pour le petit inconvénient. Antonin, tu m'entends? Parce que nous, on ne t'entend plus. Ça a coupé net. La Corse est coupée. Alors, je suis désolé, c'est pas moi qui vais pouvoir répondre à vos questions, malheureusement. Tac, tac, tac.
Ouais, tu m'entends? Je t'entends plus là, tu me demandes de te parler, on communique par SMS, mais je t'entends pas, non. Attends, je te vois bien en ligne, je te vois bien avec le micro activé. Ah, là, ton micro il vient de se couper, là, il vient d'être activé, et par contre, je t'entends pas du tout. Alors, attends, je peux essayer de te désigner comme présentateur si tu veux. Euh, Comme tu veux. Bizarre. Ou essayer de peut-être te déconnecter, te reconnecter, si tu veux. Dommage. Ça marche bien jusque-là. Oui, ouais. Bah écoute, je t'entends. Ouais, je sais, ça a coupé d'un coup. Ah. Toi non plus? Ah non, tu ne m'entends plus non plus? Ah ouais, ben là, alors c'est pas cool. Parce que moi, alors je sais pas si les gens à moi ils m'entendent ou pas, mais moi pour le coup, ben, j'entends personne. Je t'entends pas à toi. Et bah ouais. Non, mais moi en plus, je te vois. Alors là, je te vois, t'es en désactivé, envoyer une demande. Ouais, vas-y, active. Ouais, ben moi, je parle. Je sais pas si les gens m'entendent ou pas, mais en tout cas, moi, je t'entends plus. Mince, c'est embêtant. Essaie de voir tout à l'heure de déco et te repos, pour voir. Est-ce que vous me confirmez que vous m'entendez bien de mon côté, s'il vous plaît? Je suis désolé, vous pouvez le marquer dans le chat. Ah, il y a Laurent qui me dit OK, merci Philippe. Ouais, c'est ça, et Laurent m'a confirmé aussi. Donc là, il y a Antonin qui vient de se déconnecter, on va essayer de se reconnecter. Ça, c'est bizarre quand même. C'est quoi ce truc? Pourquoi ça fait ça? Bien, tantôt. Ouais, il y a Laurent qui me dit qu'effectivement, il m'entend. D'ailleurs, Philippe, un des participants, que je remercie, m'a dit également qu'il m'entend, mais par contre, il n'entend pas. Ouais, d'accord, on va voir. Croisons les doigts, comme tu dis. Après, je peux te filer la présentation, hein, c'est pas un souci, mais je pense pas que ça change grand-chose. Ça marchait très bien, comme tu dis, je suis là. C'est ça qui est bien. Alors, voilà, hop, tu vas arriver à nouveau. Alors, je ton micro, vas-y, c'est. Test 1, 2, 1, 2. Ah, ça y est, oula, par contre, Ah, vas-y. super. Alors, Tu par contre, il y m'entends a bien? peut-être le téléphone qui va. Allez, on coupe Ouais, tout. ouais, j'ai coupé mon téléphone. Alors, Voilà, est-ce que c'est bon. tu sais à peu près où est-ce que où on était arrêté? Ben, je crois que c'est Philippe. Enfin, à quel moment ça a coupé? Tu étais en train de parler de. C'était quoi J'ai parlé des leurres souples, normalement. J'ai oui, parlé des leurres dures, j'ai parlé de la cuillère. Enfin, j'ai parlé voilà, dans cet ordre-là, cuillère, leurre souple, leurre dure. cuillère. En fait, expliquer que c'était pas trop facile à manier, mais que c'était un truc, voilà, atterri sur la cuillère. Ah, ça s'est arrêté là? Ok, pas de problème. Mais oui. Bon, bah, je recommence. Bah, alors, pour le choix donc la cuillère, c'était. Alors, je vais reprendre tant qu'à faire du début. La cuillère, donc c'est un leurre qui est très efficace, même s'il n'est pas forcément. On peut croire que c'est un leurre qui est très facile à manier, mais c'est pas forcément le plus simple. Il y a beaucoup de subtilité. Donc, peu importe le poisson que l'on recherche, que ce soit pour la truite, le brochet, la cuillère fonctionne très bien. On a aussi donc les leurres souples. Donc j'en ai parlé. Malheureusement, vous l'avez pas entendu, mais je vais le refaire. En gros, les leurres souples, quelque chose qui est très intéressant chez le leurre souple, c'est que du fait qu'il ne soit pas plombé, on va pouvoir tout simplement adapter. Encore une fois, euh, je te le comment? dis, je t'entends répéter, on avait entendu cette partie-là où tu expliquais qu'on pouvait le plomber pour pêcher à la profondeur qu'on souhaitait. Ah, vous avez entendu ça? Ok, bon. Ça fait, tu vois, maintenant tu le redis. Ouais, ouais. Donc le leurre souple, il est là l'avantage. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est que on peut le plomber à notre guise. On a aussi un avantage qui est intéressant. Donc j'en ai parlé tout à l'heure pour les leurres durs. Donc les leurres durs ont des billes, mais les leurres souples sont silencieux la plupart. Il existe quelques leurres souples avec ce qu'on appelle des rattles. Donc c'est une petite cavité dans un matériel dur avec une bille à l'intérieur. Et donc quand il se déplace, ça fait forcément du bruit.
Mais donc le fait que ce soit et qui fait assez peu de vibrations dans le sens où il fait pas de bruit, parce que le bruit est également une vibration. C'est quelque chose qui est très intéressant à passer en premier sur une zone, tout simplement parce que c'est discret et que si on a des poissons qui sont donc si on a des poissons actifs, il n'y a pas de problème, peu importe le leurre, tant qu'il est à peu près raccord avec ce qu'on voit sur le biotope, peu importe le leurre, s'il est vraiment actif, qu'il a vraiment faim, il va s'en saisir sans problème. La particularité qu'il y a quand des poissons sont soit peu actifs, soit méfiants, soit éduqués, c'est qu'un leurre qui fait énormément de bruit, s'ils ont l'habitude de tout simplement de se faire, de voir passer des leurres et de se faire piquer avec des leurres qui font énormément de bruit, ils sont pas non plus, c'est pas non plus des poissons rouges, même si on pense que les poissons n'ont pas de mémoire. Dans le dans le l'acquis commun, on pense que les poissons sont assez bêtes et n'ont pas de mémoire, mais les poissons sont capables d'identifier en fait tout simplement un bruit, une forme à un sentiment, donc là, en l'occurrence une douleur d'avoir été un stress tout simplement, d'avoir été pêché. Donc ce stress, ils vont l'assimiler à cette chose-là. Donc si c'est un leurre qui avait des billes par exemple qui est très très aigu, ils vont assimiler forcément cette chose-là à de la douleur. Donc c'est quelque chose qui va les freiner. C'est pas quelque chose qu'on rencontre sur des endroits où les poissons sont soit très peu pêchés, soit pas pêchés du tout. Donc le leurre souple, on a l'avantage d'être discret, c'est assez simple. Les vibrations, elles peuvent être absolument différentes avec tous les types de leurre souple et toutes les marques qui existent. Il y a tellement de leurre souple différents que c'est quasiment impossible d'éduquer un poisson à tel type de leurre souple et pas à un autre type de leurre souple. Tout simplement parce qu'il y en a tellement de différents qu'il y a énormément de pêcheurs qui en passent des formes, des tailles, des couleurs et des vibrations différentes. Donc le leurre souple, pour moi, c'est ce que j'utiliserai en premier sur une zone où je sais qu'il y a des poissons. Donc ça, c'est toujours pareil, c'est si je connais la zone. Évidemment, quand je veux pêcher rapidement, la cuillère, ça peut être une très bonne option dans le sens où je lance, je ramène, je lance, je ramène, je lance, je ramène. Je vais pas chercher à laisser couler, par exemple, ou à faire des animations où je vais monter, descendre. La plupart du temps, c'est de la pêche linéaire même si c'est très, ça peut être, il y a beaucoup de détails dans la pêche en linéaire, mais c'est assez simple et efficace comme c'est fait. En fait, c'est fait pour faire du linéaire la plupart du temps, la cuillère. Et donc, le leurre dur, je vais l'utiliser sur des zones, par exemple, où je veux prospecter également très très rapidement. C'est quelque chose qui me permet de lancer, de ramener, et tout simplement, par exemple, en faisant du linéaire. Donc, c'est évidemment le linéaire, c'est ce qu'il y a de moins fatigant pour, même si évidemment maintenant avec la technologie des cannes, tout est beaucoup plus léger et on se fatigue vraiment beaucoup moins. Mais on sait que si par exemple on a une session rapide à faire, qu'on veut vraiment chercher uniquement les poissons actifs, le leurre dur, ça peut être vraiment un atout puisqu'on va pêcher rapidement, on va pêcher beaucoup de mètres carrés, enfin, on va pêcher beaucoup de surface. Et l'avantage donc de leurre dur, c'est ça. La plupart du temps, les leurres durs se ramènent relativement rapidement. Il y a quelques exceptions comme le popper par exemple. Bien évidemment, il y a d'autres exceptions, mais on va pas faire le tour de tous les leurres durs qui ne se ramènent pas rapidement. Donc, je vais essayer d'adapter tout simplement. Donc, comme je vous disais, ce qui est le plus important, en fait, c'est vraiment le sens de l'eau. C'est la définition même, c'est d'essayer de s'adapter au mieux à notre environnement, tout simplement. Le sens de l'eau, c'est pas forcément quelque chose qui est inné. Ça peut s'acquérir. J'ai pu l'acquérir moi-même, même si je ne considère pas avoir la science infuse, mais j'ai pu avec le temps, avec les nombreuses et nombreuses heures que j'ai pu passer au bord de l'eau, avec d'autres pêcheurs expérimentés, apprendre beaucoup de choses rapidement. Et donc, ça, c'est ce que j'essaie de faire, c'est peu importe l'endroit que je vais pêcher, le poisson que je vais rechercher, j'essaye de m'adapter au mieux, peu importe le temps que j'ai, en fait, tout simplement. Je vais essayer de faire au mieux possible pour prendre le plus de plaisir possible et, tant qu'à faire, attraper le plus de poissons possible. Donc, JC, je n'ai plus le panneau des questions. Est-ce qu'il y en a eu des nouvelles depuis? Non, Euh, il y avait juste Philippe qui avait bien suivi, lui, et qui me dit que c'était la partie ok, de l'ordre. super. Mais
tu viens d'y répondre, donc il n'y a pas de problème, il y a plus suivi que moi. Non, il n'y a pas d'autres questions. Et sinon, on vous dit surtout, on vous retrouve sur les réseaux sociaux, surtout hein, sur nos vidéos, sur le blog. N'hésitez pas à mettre des commentaires, c'est super plaisant et on aime bien échanger aussi comme ça. Et puis voilà, encore un grand merci à tout le monde. À très bientôt. Merci à tous, à bientôt.